Les gens me demandent souvent ce que cela fait d'être le premier sur Mars. Je réponds toujours la même chose. J'espère que nous serons également les derniers. Si vous trouvez ce message, n'essayez pas de nous sauver. Effacez simplement toutes les traces de notre mission, détruisez les plans et oubliez que l'humanité a un jour regardé la planète rouge avec espoir. Faites comme si elle n'existait pas. Ce sera mieux pour tout le monde. Parce que nous nous sommes trompés. Nous pensions que c'était un monde vide qui nous attendait. En réalité, il attendait simplement. J'étais ingénieur en communication lors de la première expédition habitée. Nous étions 5. Eva, la commandante, Kenji, le géologue, Lena, la médecin et biologiste, Marcus, le pilote, et moi-même. L'atterrissage s'est déroulé à la perfection le 22 mai 2025. Les premiers jours ressemblaient à un rêve devenu réalité. Nous avons déployé le module d'habitation, mis en marche les systèmes de survie et effectué nos premières sorties à la surface. Mars était majestueuse et parfaitement silencieuse. Au début, ce silence était oppressant, mais on s'y habitue. Il devient une toile de fond, une partie de votre existence. Les 7 premiers jours, nous avons travaillé en suivant strictement le protocole. Kenji collectait des échantillons de roches, Lena analysait la composition de l'atmosphère et recherchait des traces de micro-organismes, Marcus effectuait des diagnostics sur le module d'atterrissage et les rovers. J'étais responsable des communications avec la Terre et du fonctionnement de tous les systèmes électroniques de la base. Tout se déroulait comme prévu. Les rapports étaient envoyés à la Terre toutes les 12 heures. Nous étions des héros, des pionniers, et ce sentiment était enivrant. Tout a commencé le 8e jour. J'ai été le premier à remarquer quelque chose d'étrange. Pendant la session de communication avec le centre de contrôle, un bruit est apparu sur la ligne. Ce n'étaient pas les interférences habituelles auxquelles nous nous attendions et auxquelles nous étions préparés. C'était un bourdonnement à basse fréquence, à peine perceptible, mais constant. Il apparaissait pendant quelques secondes, puis disparaissait, toujours à la même fréquence. 140 MHz et 5 dixièmes. J'ai vérifié tous les systèmes. L'antenne était en bon état. Le récepteur fonctionnait normalement. J'ai attribué cela à un phénomène atmosphérique rare, inconnu de nous auparavant. J'ai pris note dans le journal de bord et décidé de continuer à observer. Dans la nuit, j'ai été réveillé par un bruit étrange. C'était un coup sourd et unique sur le fuselage du module, comme si quelqu'un à l'extérieur avait frappé le métal avec la paume de la main. Je me suis figé, à l'écoute. Silence. Je me suis convaincu qu'il s'agissait simplement d'une déformation thermique de la coque, le métal refroidissant après avoir été chauffé pendant la journée et se contractant. Cela s'était déjà produit sur les simulateurs. J'étais sur le point de m'endormir lorsque le coup s'est répété. Cette fois-ci, 2 fois. Brusquement, distinctement. Je me suis levé et me suis approché du moniteur des caméras extérieures. Les écrans affichaient toujours le même paysage sans vie, baigné par la lumière froide des projecteurs. Rien. Pas un mouvement, pas une ombre. J'ai regardé les enregistrements de la dernière minute. Vide. Le lendemain matin, au petit déjeuner, j'en ai parlé aux autres. Marcus a ri. Il a dit que j'avais simplement la haute fièvre spatiale et que je devais dormir davantage. Lena a suggéré que cela pouvait être dû au stress et à une hallucination acoustique dans un espace clos. Seul Kenji a pris mes propos au sérieux. Il a déclaré que ses sismographes, installés à 50 mètres de la base, avaient également enregistré une faible vibration à peu près au même moment. Trop faible pour être due à une activité géologique, mais suffisamment distincte pour être détectée par l'appareil. Eva, notre commandante, a écouté tout le monde et a pris une décision. Lors de la prochaine sortie prévue, inspecter le corps du module à la recherche de dommages ou de traces de collision avec des micrométéorites.
C'était une décision logique et réfléchie. Elle a rassuré tout le monde. Cependant, le grondement dans le canal de communication a continué. Il est devenu plus fréquent et plus long. Parfois, des séquences rythmiques ressemblant à un code déformé y apparaissaient. J'ai essayé de les filtrer et de les déchiffrer, mais en vain. Ce n'était que du bruit, mais il était structuré. C'était ce qui était le plus effrayant. Le 13e jour, un événement a même fait taire Marcus. Lena, qui travaillait avec des caméras haute résolution sur le manipulateur du rover, a remarqué un mouvement. Elle observait le panorama de la chaîne de montagnes, à environ 3 km de la base. Et sur l'une des images, sur le versant gris de la montagne, il y avait une ombre. Elle ne ressemblait pas à l'ombre d'un rocher ou d'un rocher. Elle était longue, fine et bougeait. Sur l'image suivante, prise 2 secondes plus tard, elle avait disparu. Nous avons visionné ce fragment une centaine de fois. L'ombre bougeait bel et bien. Elle semblait glisser à la surface, s'étirant et se contractant. Elle était d'un noir absolu, sans nuance. Eva a ordonné de pointer toutes nos caméras et tous nos télescopes vers cette zone. Nous avons observé le versant pendant plusieurs heures. Rien. Un paysage parfaitement immobile. Marcus a suggéré qu'il pouvait s'agir d'une tornade de poussière, un tourbillon qui avait soulevé un nuage de poussière sombre. Cependant, le ciel était dégagé et les capteurs n'enregistraient aucun vent. Il n'y avait aucune explication. À partir de ce moment, l'atmosphère à la base a changé. Le sentiment d'euphorie lié à la découverte a fait place à une inquiétude silencieuse et oppressante. Nous avons commencé à moins parler, à écouter plus attentivement les bruitants du module. Chaque grincement, chaque cliquetis nous faisait sursauter. Les coups nocturnes sur la coque sont devenus réguliers. Ils se produisaient chaque nuit, toujours à des heures différentes, toujours dans différentes parties du module. Nous nous y étions presque habitués, comme on s'habitue au goutte à goutte d'un robinet. Nous avons continué à travailler, à exécuter le programme de la mission, mais nous le faisions mécaniquement. Toutes nos pensées étaient là, dehors. Quel était ce grondement? Quelle était cette ombre? Et qui ou quoi frappait à notre maison au milieu d'une planète morte? Marcus, en tant qu'astronaute le plus expérimenté, avec le plus grand nombre d'heures de sortie dans l'espace, était celui qui supportait le moins de bien cette situation. C'était un homme d'action, et cette attitude passive et attentiste le déprimait. Il a proposé plusieurs fois à Eva de lui permettre de sortir la nuit pour installer des capteurs de mouvement et des caméras supplémentaires directement sur le vaisseau. Il voulait attraper le tambour en flagrant délit. Eva a refusé à chaque fois. Les sorties de nocturne étaient données strictement interdites par le protocole de sécurité. Les risques doivent être étaient trop importants. Défaillance des systèmes de la combinaison spatiale, perte d'orientation dans l'obscurité, impossibilité d'obtenir rapidement de l'aide depuis la base. Cependant, Marcus était obstiné. Il estimait que la menace inconnue à l'extérieur était bien plus dangereuse qu'une éventuelle défaillance technique. Le 17e jour, il se décida. Je ne dormais pas, j'étais assis dans la salle des communications et j'essayais à nouveau de nettoyer le signal d'un des satellites en orbite. Le bruit était particulièrement fort cette nuit-là, il bloquait presque complètement le canal principal. C'est alors que j'ai entendu le bruit sourd du mécanisme de la chambre de décompression. Je me suis figé. Sur le panneau à côté de moi, un voyant s'est allumé. Cycle de dépressurisation. Quelqu'un sortait. Je me suis précipité dans la salle centrale. Il n'y avait personne. La combinaison de Marcus, qui était toujours à sa place près du sas, avait disparu. Je me suis précipité vers le terminal de communication avec les combinaisons. Le système indiquait que la combinaison numéro 4 était active, mais il n'y avait ni télémétrie ni communication audio. Le canal était mort. Il n'y avait même pas de bruit statique,
juste un silence absolu et anormal. J'ai crié pour appeler Eva et les autres. 1 minute plus tard, tout le monde était dans le compartiment central. Eva a pris les commandes. Elle a essayé d'appeler Marcus sur toutes les fréquences de secours. En vain. Nous avons dirigé toutes les caméras extérieures vers la zone autour du sas. Rien. Marcus était introuvable. C'était comme s'il s'était évaporé au moment où il avait posé le pied sur la surface. Nous avons passé toute la nuit devant les écrans, scrutant l'image granuleuse, espérant apercevoir sa silhouette revenir vers la base. Mais la nuit était vide. Lorsque le minuscule disque bleu de la Terre apparut à l'horizon, marquant le début d'un nouveau jour martien, nous avons compris que Marcus ne reviendrait pas. Le désespoir fit place à une décision froide et professionnelle. Il fallait lancer une opération de recherche. Dès que les premiers rayons du soleil touchèrent la plaine, Eva et Kenji sortirent à bord du rover. Lena et moi restâmes à la base pour coordonner leurs actions et scanner sans relâche l'espace environnant. Eva conduisait lentement le rover, décrivant des cercles dont le rayon augmentait progressivement. Au bout de 10 minutes, elle s'est arrêtée. Sa voix dans mes écouteurs était parfaitement calme, mais j'ai senti un frisson me parcourir le dos. « Baz, je vois des traces », a-t-elle dit. J'ai affiché l'image de sa caméra frontale sur l'écran principal. Dans la poussière rouge, juste devant notre sas, on distinguait clairement les empreintes des bottes de Marcus. Elles s'étendaient sur plusieurs mètres devant le module, et à côté d'elle, il y avait une autre série d'empreintes. Elles ne ressemblaient à rien de ce que j'avais jamais vu. Ce n'étaient pas des empreintes de pattes ou de pieds. Il s'agissait de 3 sillons fins, parfaitement réguliers et parallèles, creusés dans le sol sur plusieurs centimètres de profondeur, comme si quelqu'un avait tracé 3 lignes dans la poussière avec 3 tiges métalliques acérées. Les traces de Marcus étaient hésitantes, il s'était manifestement arrêté, avait tourné. Et ces 3 sillons le suivaient d'arde près, sans faiblir. Les 2 séries de traces, celles des bottes de Marcus et ces lignes parallèles, inquiétantes, menaient dans la même direction. Elles s'éloignaient de notre capsule de sauvetage d'un blanc éclatant, du rover, de tout ce qui nous était familier, et se prolongeaient en ligne droite vers la crête sombre et dentelée des montagnes à l'horizon. Là où nous avions aperçu une ombre glissante, à ce moment-là, j'ai vraiment compris. Nous n'étions pas les premiers sur cette planète. Nous étions simplement les suivants. La décision fut prise presque sans discussion. Nous ne pouvions pas simplement abandonner Marcus. Il était l'un des nôtres. Le protocole de recherche et de sauvetage était clair. En cas de perte d'un membre d'équipage hors de la base, les 2 autres devaient immédiatement lancer les recherches à bord du rover, si les conditions le permettaient. Les conditions le permettaient. Eva, Kenji et moi formions l'équipe de recherche. Lena restait à la base. Elle était notre seul lien avec la Terre, notre dernière ligne de défense. Si quelque chose nous arrivait, elle devait transmettre toutes les informations et attendre les instructions. Avant de partir, elle nous a remis en silence un capteur médical personnel à fixer au poignet. Il me transmettra vos signes vitaux en temps réel, a-t-elle dit doucement. Soyez prudents. Sa voix ne trahissait aucune peur, seulement une fatigue infinie. Nous sommes de partis 20 minutes après le lever du jour. Le lourd rover géologique, conçu pour de longues expéditions autonomes, semblait être le seul endroit sûr au monde. À l'intérieur de sa cabine hermétique, nous nous sentions presque invulnérables, mais c'était une illusion. Nous avancions lentement dans la plaine, suivant 2 traces qui s'étendaient dans la poussière rouge comme une cicatrice. Las des traces de Marcus étaient des empreintes normales de bottes lourdes. Mais les autres, plus je les regardais par le hublot latéral, plus elles m'inquiétaient. 3 sillons parallèles,
Ils ne changeaient ni de profondeur, ni de distance les uns par rapport aux autres. Même lorsque la surface devenait rocailleuse, les sillons continuaient avec la même précision impeccable, comme s'ils avaient été creusés par un mécanisme invisible qui se moquait bien de savoir s'il y avait de la poussière ou de la pierre en dessous. C'était anormal. Un être vivant laisse d'autres traces. Il trébuche, change de trajectoire, appuie sur le sol avec une force variable. Ces traces-ci étaient lentes, mortes, mécaniques. Syor, il ne le chassait pas, dit soudain Kenji, les yeux rivés sur l'écran montrant les images des caméras extérieures. Regardez leur disposition. Les traces ne sont pas derrière Marcus, mais à côté de lui, toujours à la même distance. Il ne le poursuivait pas, il l'accompagnait. Eva, sans quitter les commandes du rover, acquiesça. Ou le guidait. Ce mot court resta suspendu dans le silence de la cabine. Nous roulions en silence. Le seul bruit était le ronronnement régulier des systèmes de survie du rover. Et un autre bruit, ce même grondement grave provenant de notre canal de communication. Ici, loin de la base, il était plus faible, mais je le captais sur l'analyseur de spectre. Il provenait de la direction où nous nous dirigions, de la chaîne de montagnes. Il était comme un phare, et sans le vouloir, nous suivions son appel. Plus nous nous approchions des montagnes, plus le grondement s'intensifiait. À présent, il était audible, même sans équipement spécial, comme une légère vibration qui traversait le châssis du rover et résonnait quelque part dans ma poitrine. Au même moment, les instruments ont commencé à dérailler. D'abord, le système de navigation. L'aiguille de la boussole virtuelle se mit à bouger de manière aléatoire sur l'écran. Puis, les capteurs de température extérieure affichèrent des valeurs absurdes, passant de -100 à +50 degrés Celsius en 1 seconde. Eva désactiva la navigation automatique et conduisit le rover en se repérant visuellement sur un pic gigantesque, au pied duquel menaient des traces. « Cela crée des interférences », dis-je en montrant l'écran de l'analyseur. « Un champ électromagnétique puissant et dirigé. La source est là-bas. » Je fis un signe de tête en direction des montagnes. Après 2 heures de route, nous arrivâmes au pied des montagnes. Elles ne ressemblaient en rien aux collines ondulantes que nous avions aperçues de loin. C'étaient des falaises abruptes de basalte sombre, presque noires, creusées de profondes fissures. Les traces le menaient directement à l'une de ces fissures, un canyon étroit et sombre, coincé entre 2 parois lisses. Le rover ne pouvait pas aller plus loin. Nous nous sommes arrêtés. « Continuons à pied », dit Eva. Sa voix était calme et déterminée. « Kenji et moi y allons. Vous, dit-elle en me regardant, restez ici et restez en contact. Vous devez vous connecter toutes les 5 minutes. Si nous ne répondons pas 3 fois de suite, vous retournez à la base. C'est un ordre. » Je voulais protester, dire qu'en tant qu'ingénieur, je serais plus utile là-bas si la source des interférences était d'origine technologique. Mais je l'ai regardé dans les yeux et je me suis tu. C'était elle le commandant, et sa décision était sans appel. Mais Kenji a alors dit « Eva, nous avons besoin d'un ingénieur. S'il y a quelque chose à l'intérieur qui génère ce champ, il est le seul à pouvoir comprendre. Je suis géologue, c'est mon domaine. » Il avait raison. Eva a hésité une seconde, puis a acquiescé. « Très bien, allons-y tous les 3. Lena, vous nous entendez ?» demanda-t-elle dans le micro. « Je vous entends clairement, » répondit la voix de Lena, légèrement déformée par la distance. « Vos paramètres sont normaux. Bonne chance. » Nous avons enfilé nos casques et sommes de sortie du rover. Le silence à l'extérieur était assourdissant. Le grondement que nous entendions à l'intérieur était différent ici. Ce n'était pas un son au sens habituel du terme, c'était une vibration dans l'air, dans le sol, sous nos pieds, dans nos os. Nous avons allumé les lampes de nos casques et leurs faisceaux ont éclairé l'entrée du canyon.
Les traces, celles de Marcus et celles des autres, menaient droit là-bas. Nous avons avancé prudemment. Les parois noires du canyon s'élevaient à des centaines de mètres au-dessus de nos têtes, ne laissant apparaître qu'une étroite bande du ciel violet foncé de Mars. Il faisait plus froid ici que dans la plaine. L'air semblait dense et immobile. Nous marchions en silence, n'entendant que notre propre respiration dans les microphones. Au bout de 50 mètres, le canyon tournait brusquement. Au détour du virage, nous avons vu ce qui nous a fait nous arrêter. Les traces s'arrêtaient devant une paroi noire, parfaitement lisse, qui barrait le canyon. Elle ne ressemblait pas à une roche naturelle. Sa surface était plane, sans la moindre fissure, et semblait absorber la lumière de nos lampes. Au centre de cette paroi se trouvait un passage. Ce n'était ni une grotte, ni une faille. Un passage parfaitement circulaire d'environ 3 mètres de diamètre. Ses bords étaient si lisses qu'on aurait dit qu'ils avaient été découpés au laser. Un grondement émanait de cette noirceur circulaire. Il était maintenant très fort, presque douloureux. Près du passage, sur la paroi rocheuse du canyon, nous avons remarqué des éraflures récentes. Quelqu'un les avait gravées dans la pierre avec un objet pointu. C'était Marcus. Il nous avait laissé un message. Ce n'était pas des lettres ni des mots. C'était un simple dessin. Un cercle d'où partait une ligne indiquant une représentation schématique de notre rover. Une autre ligne, plus épaisse, partait du cercle et menait à cet endroit. À côté du cercle, un autre symbole était griffonné, quelque chose qui ressemblait à une étoile, à plusieurs branches ou à une araignée. Et sous ce dessin, il y avait un seul mot, écrit de traits irréguliers et désespérés. Ce mot était universel, il pouvait être écrit dans n'importe quelle langue et son sens serait compréhensible. C'était le mot « silence » et il était barré d'une ligne épaisse. Et en dessous, encore plus bas, 2 mots. « N'écoute pas ». Nous restions là, à regarder cet avertissement désespéré. Marcus comprit. Il comprit que ce grondement n'était pas simplement une nuisance, c'était un leurre ou une arme. Il essayait de nous avertir. Kenji s'approcha du mur noir et le toucha avec sa main gantée. « Il n'est pas froid », dit-il avec surprise. « Il vibre. » Il voulait ajouter quelque chose, mais à ce moment-là, quelque chose qui nous glaça le sang se produisit. Le grondement s'arrêta brusquement. Les vibrations cessèrent. Un silence absolu, mortel, s'installa, si soudain que nos oreilles sifflaient. Nous restâmes immobiles, dirigeant le faisceau de nos lampes vers le passage noir et rond. Et dans ce silence assourdissant, nous avons entendu un nouveau bruit. Il venait de loin. Ce n'était pas un grondement. C'était autre chose, un bruit lent, rythmé, comme un grattement. Comme si quelque chose d'énorme et de lourd raclait le sol en pierre, avançant lentement vers nous. Puis, au fond de l'obscurité du passage, à des dizaines, voire des centaines de mètres de nous, une lumière s'est allumée. Une lueur verte pâle, pulsante, qui s'allumait et s'éteignait au rythme de ce grincement effrayant. Elle se rapprochait, une seconde qui s'étira à l'infini. Tous les trois, figés dans la lumière de nos lampes, nous regardions l'obscurité verte et pulsante. Le grincement devenait plus fort, plus proche. L'instinct de survie, aiguisé par des années d'entraînement, réagit avant que mon cerveau n'ait eu le temps d'assimiler toute l'horreur de la situation. « Reculez !» a crié Eva, et sa voix, amplifiée par les hauts haut-parleurs de son casque, a retenti comme un coup de feu. Lentement, ne tournez pas le dos. Nous avons commencé à reculer, pas à pas, dans l'étroit canyon. Les faisceaux de nos lampes les tremblaient, mais nous les gardions braqués sur le passage circulaire. La lumière verte à l'intérieur devenait de plus en plus vive, et soudain, le bord de ce qui produisait ce son apparut dans l'obscurité. Ce n'était pas un organisme vivant au sens habituel du terme. C'était une construction, du métal sombre et mat, d'où sortaient des faisceaux ressemblant à des câbles
ou à des tendons. Puis apparut la première patte, un long appendice segmenté se terminant par 3 pointes acérées comme des aiguilles. Elles étaient telles qu'elles le laissaient des sillons dans la poussière. Il sortit lentement ses membres du passage, l'un après l'autre, et le grincement était le bruit que faisaient ses pointes en raclant la pierre. Quand il apparut entièrement, nous avons compris à quel point il était énorme. Il se faufila péniblement dans le passage de 3 mètres. Son corps était un enchevêtrement asymétrique de plaques métalliques, de tubes et de ce que je ne pouvais décrire que comme des schémas nus. Au centre de cette masse, une seule source de lumière pulsait. Cet oculaire vert marécageux qui balayait sans cesse l'espace devant lui. Il avait 3 pieds de ce type, disposés de manière irrégulière, ce qui donnait à ses mouvements une fluidité effrayante et irrégulière. Il ne marchait pas, il coulait, déplaçant ses appuis avec une précision mécanique. Il sortit complètement du passage, se tourna vers nous et s'immobilisa. La lumière verte en son centre se concentra sur nous. Il y eut un instant de silence. « Courez !» ordonna Eva. Nous nous retournâmes et nous mîmes à courir. Courir en combinaison spatiale est une activité maladroite et difficile. Vous luttez non seulement contre la gravité, mais aussi contre la résistance de la combinaison elle-même. Nous avons couru à travers le canyon, trébuchant sur les pierres, et derrière nous, nous entendions toujours le même grincement rythmique et implacable. Il ne nous lâchait pas. Je n'osais pas me retourner, mais le bruit était si proche qu'on aurait dit qu'il grattait directement mon casque. La lumière de nos lampes se reflétait sur les parois noires, créant une danse d'ombre. Devant nous, nous avons aperçu le virage salvateur du canyon, derrière lequel nous attendait le rover. « Plus vite !» criai-je dans le micro, sans savoir à qui je m'adressais, à moi-même ou aux autres. Kenji, qui courait devant moi, trébucha soudainement et s'effondra au sol. Je me précipitai vers lui, l'attrapai par le bras et le remis debout d'un coup sec. Je me retournai pendant une fraction de seconde. Il était à 20 mètres de nous. Il avançait à une vitesse incroyable. Son œil vert brillait d'une rage froide. Le grincement devint assourdissant. Nous avons couru de toutes nos forces, avons sauté hors du canyon sur la plaine et avons aperçu notre rover, blanc, fiable, notre seule chance. Nous avons couru vers le sas. Eva a frappé sur le panneau d'ouverture. La porte s'est ouverte en sifflant. Nous nous sommes littéralement précipités à l'intérieur, l'un après l'autre. J'ai été le dernier à entrer dans le sas et j'ai appuyé sur le bouton de fermeture. La porte s'était refermée et, à la dernière seconde, avant qu'elle ne se ferme complètement, j'ai vu l'un de ses membres acérés frapper l'endroit où se trouvait ma tête quelques instants auparavant. Il y eut un bruit métallique assourdissant. Le sas se verrouilla dans un cliquetis. Nous étions à l'intérieur, nous étions en sécurité. Pendant quelques secondes, nous avons retiré nos casques, haletants. Puis nous avons entendu un grincement. Il venait de l'extérieur. Je me suis précipité vers le panneau de contrôle et j'ai allumé les caméras extérieures. Une image apparut sur l'écran principal. Elle se tenait juste devant nous. Son œil vert était à la hauteur de notre hublot. Il nous observait. Puis, il leva l'un de ses membres et, lentement, comme par curiosité, passa ses pointes acérées sur le verre blindé. Le bruit était comme celui d'une épaisse plaque de fer que l'on déchire. « Démarrez !» cria Eva en s'attachant à son siège. « Éloignez le rover d'ici !» Je me précipitai vers le siège du pilote, mes doigts coururent sur le panneau tactile. Les moteurs ne démarraient pas. Le message suivant s'affichait à l'écran. Erreur critique d'alimentation. Le champ électromagnétique externe dépasse les normes admissibles. Il nous étouffait. Il nous retenait ici. La créature à l'extérieur semblait l'avoir compris. Elle s'éloigna de la fenêtre et commença à faire le tour méthodique du rover. Nous la suivions à l'aide des caméras, passant de l'une à l'autre. Elle s'arrêta près du compartiment arrière, où se trouvait
nos instruments géologiques. Puis, nous avons entendu un nouveau bruit, un sifflement aigu et strident semblable au bruit d'une perceuse en marche. Quelque chose tournait à toute vitesse sur l'un de ses membres. Elle s'apprêtait à nous ouvrir comme une boîte de conserve. « Elle tente de percer la coque !» s'écria Kenji en montrant le capteur de pression. Les indicateurs baissaient, lentement mais sûrement. Nous n'avions que quelques secondes. Mon cerveau cherchait frénétiquement une solution. Nous n'avions pas d'armes, mais nous avions du matériel scientifique. « Le générateur d'impulsion géophysique !» ai-je crié. « Nous pouvons essayer de le frapper avec une onde sonore concentrée. » Il s'agissait d'un appareil de sondage sismique. Nous l'utilisions pour étudier la structure du sol. Il était puissant, mais aussi dangereux. Libérer une telle énergie à proximité immédiate du rover pouvait brûler tous nos composants électroniques. « Allez-y », ordonna Eva. Je pris les commandes et ouvris la console d'ingénierie. Mes doigts volaient sur les touches virtuelles, contournant les protocoles de sécurité, redirigeant toute l'énergie disponible des systèmes de survie et des moteurs vers l'émetteur d'impulsion. La jauge de charge s'est mise à monter sur l'écran. À l'extérieur, les crissements et les grincements se sont intensifiés. Le châssis du rover a tremblé sous l'impact puissant. « Ça va passer !» cria Kenji. La jauge atteignit 100%. « Accrochez-vous tous !» hurlai-je en appuyant sur le bouton d'activation. Il n'y eut ni bruit, ni flash. Le monde clignota simplement pendant une seconde. Tous les écrans s'éteignirent, la lumière dans la cabine se coupa. Nous avons été projetés en avant, puis en arrière dans nos sièges. Puis le silence s'est installé. Ce silence absolu, comme à l'entrée d'un tunnel. J'étais assis dans l'obscurité, n'entendant que les battements de mon cœur. « Tout le monde est vivant ?» demanda Eva d'une voix rauque. « Oui », répondîmes-nous presque en chœur avec Kenji. Quelques secondes plus tard, l'éclairage de secours clignota et s'alluma d'une faible lumière rouge. J'ai rallumé le panneau de commande. Il a mis un temps interminable à se charger. Finalement, les écrans se sont allumés. Les caméras fonctionnaient scindées. J'ai affiché l'image. Dehors, c'était vide. Tout avait disparu. « Les moteurs », a dit Eva. « Essayez de démarrer les moteurs. » J'ai activé le contrôle de prédémarrage. Le système a répondu. Tout est en ordre. Le champ a disparu. J'ai mis les moteurs en marche et le rover s'était réveillé dans un ronronnement régulier et apaisant. Nous avons fait demi-tour et avons quitté cet endroit maudit à toute vitesse, sans nous retourner. Nous avons traversé la plaine rouge et le silence dans la cabine était plus lourd que n'importe quel cri. Nous avions survécu, mais nous avions perdu. Nous avions rencontré le maître de cette planète et il nous avait simplement laissé partir, comme on laisse partir un insecte importun. Après 1 heure de course effrénée, la voix de Lena retentit dans l'éther. Il était tendu. « Eva, il s'est passé quelque chose ici pendant votre absence. »« Que s'est-il passé ?» demanda Eva d'un ton sec. « Regardez la caméra numéro 7. » J'affichais l'image sur l'écran principal. La caméra numéro 7 était installée sur un mât et filmait notre module d'habitation de côté. Lorsque j'ai vu l'image, un frisson m'a parcouru le dos. Mais cette fois-ci, c'était différent. C'était un frisson visqueux, intellectuel. La coque d'un blanc immaculé de notre maison, notre seul refuge, était rayée. Ces mêmes rayures en 3 bandes. Il y en avait beaucoup. Elles y recouvraient d'or tout le mur du module, de la base au toit. Mais ce n'étaient pas des traces d'attaque chaotiques. Elles formaient un motif complexe et confus. C'était un schéma gigantesque et détaillé, semblable à une carte de microprocesseur ou à une carte stellaire. Et au centre de cet incroyable diagramme, juste au-dessus de notre sas principal, un seul symbole était gravé. Une étoile
à plusieurs branches. Le même signe que Marcus avait laissé sur le rocher. Cela ne s'était pas contenté de nous chasser. Cela était venu jusqu'à notre maison et y avait laissé son empreinte. Cela nous avait marqués. Nous sommes retournés à la base, abattus et désespérés. Nous avons suivi la procédure de décontamination en silence. Et lorsque la porte intérieure s'est ouverte, Lena nous a accueillis. Ses yeux ne reflétaient aucune question, seulement une profonde compassion. Elle avait vu nos signes vitaux, elle avait entendu nos cris et le grincement du métal contre la coque. Elle savait tout. Nous étions debout dans le compartiment central et personne ne trouvait la force de parler le premier. Nous avions survécu à notre combat contre le monstre martien, mais nous nous sentions vaincus. Cela ne ressemblait pas à une victoire. C'était comme si un ouragan avait épargné votre maison, mais avait laissé sa marque dessus pour revenir plus tard. Eva rompit le silence. Rapport des dommages, immédiatement. Sa voix était ferme comme l'acier, mais je voyais ses mains trembler. Kenji et moi, comme sur commande, nous approchâmes de la console d'ingénierie et affichâmes toutes les données de des capteurs externes sur l'écran principal. Le rover était fortement rayé, mais le châssis et les systèmes de survie n'avaient pas été endommagés. Le propulseur était brûlé, réduit à un morceau de métal inutile. Cependant, les dégâts les plus importants ne concernaient pas le rover. Le principal dommage était notre maison. Nous avons affiché sur l'écran une image panoramique provenant de toutes les caméras montrant les murs du module. Un schéma gigantesque et complexe, griffé sur le revêtement blanc, ressemblait à l'œuvre d'un génie fou. Kenji, le géologue, s'est immédiatement mis à analyser les sillons. « Une précision incroyable », a-t-il murmuré en agrandissant l'image. La profondeur était la même partout, au dixième de millimètre près. Aucun éclat, aucune bavure. Ce ne sont pas de simples rayures, c'est une gravure. Je ne regardais pas les rainures, mais le motif lui-même. J'étais ingénieur. J'avais travaillé toute ma vie avec des schémas. Et ce qui était griffonné sur notre mur était précisément un schéma. Il était infiniment plus complexe que tout ce que j'avais jamais vu. Mais j'y reconnaissais une logique. Il y avait des éléments qui ressemblaient à des bus de données, à des processeurs, à des cellules de mémoire. C'était une architecture. Ce n'est pas une carte, dis-je doucement. C'est un schéma. Le schéma d'un système informatique. Ou d'un système nerveux, a ajouté Lena en regardant l'écran. Elle avait raison. Le motif était à la fois mécanique et organique. Il était étranger, et il était partout. Il couvrait près de 70% de la surface du module. À partir de ce moment, tout a changé. La menace physique s'est passée au second plan. Les bruits de nocturne ont cessé. Nous n'avons plus vu d'ombre sur les caméras, mais le silence est devenu encore plus oppressant. L'atmosphère de la base est devenue toxique à cause de la paranoïa. Nous avons commencé à nous regarder avec suspicion. Qui serait le prochain? Que se passerait-il ensuite? La réponse est venue 12 heures plus tard. J'étais assis à mon poste, essayant de réparer les canaux de communication endommagés. C'est alors que j'ai remarqué que le bourdonnement grave qui nous poursuivait depuis le début avait changé. Il était devenu plus faible, mais plus complexe. Un nouveau signal était apparu à l'intérieur, à peine perceptible, mais distinct. J'ai connecté une série de filtres au canal, supprimant les interférences couche par couche, et je l'ai isolé. Ce n'était pas un son, c'était un flux de données, un flux d'informations pures et structurées. J'ai appelé les autres. Nous nous tenions devant l'écran de l'analyseur qui affichait des ondes pulsées. « C'est ça, dis-je, l'avertissement de Marcus. N'écoutez pas, il en parlait. »« Nous devons le décrypter, » dit immédiatement Kenji. Ses yeux brillaient d'excitation scientifique. C'est notre seule chance de comprendre à quoi nous avons affaire. C'est peut-être leur langue, leur histoire, n'importe quoi. Ou un virus, objecta Lena. Un cheval de Troie pour l'esprit.
Marcus l'a compris au prix de sa vie. Nous ne devons pas répéter son erreur. Une dispute éclata. Kenji insistait pour étudier le signal, Lena pour isoler complètement le canal et le détruire. J'étais déchiré entre les deux. En tant qu'ingénieur, je souhaitais comprendre cette technologie, mais en tant qu'individu, ayant survécu à une rencontre avec son créateur, j'étais terrifié. C'est Eva qui a pris la décision. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés, mais nous ne mettrons pas toute la base en danger. Isoler le système, créer un circuit entièrement autonome, physiquement déconnecté de tout. Aucune connexion réseau, une source d'alimentation séparée. Nous verrons de quoi il s'agit, mais nous le ferons dans une cage. J'ai travaillé pendant plusieurs heures. J'ai pris un terminal de secours. J'ai retiré tous les modules de communication sans fil et je l'ai connecté à une batterie séparée. La seule entrée était un câble provenant d'un récepteur réglé sur la même fréquence. Nous avons créé un vide. Le terminal n'était été relié au réseau principal de la base par rien d'autre que l'air ambiant. Lorsque tout a été prêt, nous nous sommes rassemblés autour de lui. J'ai lancé le programme de capture de signal. Un flux de données s'est affiché à l'écran. Ce n'était pas du code binaire. Il était basé sur le système trinitaire. 0, 1 et 2. J'ai lancé le programme de visualisation simplement pour essayer de voir une structure quelconque. Et c'est alors que cela a commencé. Des formes ont commencé à apparaître sur l'écran noir du terminal. Des lignes simples, des triangles, des cercles. Ils bougeaient, se connectaient, se désagrégeaient. Puis elles se sont complexifiées, se sont enrichies de nouveaux détails. Elles se sont assemblées en motifs qui devenaient de plus en plus familiers. En l'espace d'une minute, nous regardions l'écran sur lequel, lentement, ligne après ligne, se dessinait le schéma qui était gravé sur le mur de notre module. Le programme se dessinait lui-même. Nous étions fascinés. Impossible de détourner le regard. Ces motifs, leur pureté mathématique, leur logique étrangère mais imparable, ils nous attiraient. Je ressentis un léger mal de tête et un bourdonnement dans les oreilles. « Éteignez !» dit Lena à voix basse en pressant ses mains contre ses tempes. Mais personne ne l'écoutait. Kenji se tenait debout, la bouche entr'ouverte. « C'est magnifique », murmura-t-il. « C'est un modèle de l'univers basé sur 3 principes de fondamentaux. Pas 4, comme chez nous. Quelle élégance !» Il commençait à voir dans ces motifs ce que nous ne voyons pas. Des structures fractales de minéraux, des orbites de planètes, des spirales de galaxies. Il était le premier. Je le ressentais moi aussi. Mon propre cerveau, habitué à la logique binaire, à la rigueur de l'ingénierie, commençait à percevoir ces motifs ternaires comme quelque chose de correct, plus naturel. J'ai soudain compris l'erreur dans la conception d'un de nos relais, une erreur que je n'avais pas pu trouver pendant des mois. La solution est venue d'elle-même, sous la forme d'un de ces motifs, et cette pensée m'a terrifié. Il ne nous montrait pas des informations, il nous reformatait. Ce n'était pas un virus informatique, c'était un virus pour la conscience. « Eva !» ai-je crié en détournant les yeux de l'écran. « Il faut éteindre !» Je l'ai regardée. Elle était pâle, les poings serrés. Elle regardait aussi l'écran, mais ses yeux reflétaient une lutte. Elle résistait. Elle essayait de conserver sa propre réalité. À ce moment-là, j'ai compris. Cette créature n'avait pas besoin de détruire notre sas. Elle avait trouvé le moyen de nous forcer à l'ouvrir de l'intérieur. Je me suis précipité vers le mur où se trouvait le disjoncteur qui alimentait notre laboratoire improvisé. « N'osez pas !» a crié Kenji en me barrant le passage. Il n'y avait pas de colère dans ses yeux. Il y avait une lueur dans son regard, un calme effrayant, inhumain. Vous voulez nous replonger dans l'obscurité de l'ignorance. C'est la réponse à tout. Il était plus fort que je ne le pensais. Il m'a repoussé violemment. Eva a essayé de le retenir, mais il n'a même pas vacillé. Lena était assise dans un coin,
se balançant d'avant en arrière et se couvrant les oreilles avec ses mains. Je me suis précipité, les ai contournés et ai frappé de toutes mes forces sur le disjoncteur. L'écran s'est éteint. La lumière rouge du bouton d'urgence s'est éteinte. Le silence s'est installé. Kenji s'est figé, respirant difficilement. Puis il s'est lentement tourné vers nous. Et il a souri. Ce n'était pas son sourire habituel. Il était calme, serein, plein de sagesse, et totalement étranger. Sans dire un mot, il s'était retourné et s'est dirigé vers le terminal de communication principal de la base, celui qui nous reliait à la Terre. « Kenji, arrêtez !» ordonna Eva d'une voix tremblante. « Que faites-vous » Il ne répondit pas. Ses doigts se posèrent en haut sur le clavier et se mirent à voler à une vitesse dont il n'avait jamais été capable. Il ne tapait pas de messages textes, il saisissait des lignes de code, réécrivant les protocoles de transmission de données. « Il ne communique pas avec la Terre », murmurai-je, et un frisson glacial me parcourut le corps. Il leur ouvre un canal. Une fenêtre d'état apparut sur l'écran. Préparation du paquet de données pour la prochaine session de communication avec le centre de contrôle. Et je vis ce qu'il envoyait. Un petit fichier d'archives de quelques kilo-octets seulement. À l'intérieur se trouvait le programme en question. Ce virus de la conscience. Il ne se contentait pas de les appeler à l'aide. Il leur envoyait une invitation. Et cette invitation était infectée. Le temps s'était arrêté. Nous étions dans la salle centrale, paralysés par la terreur. Sur l'écran principal, un compte à rebours indiquait le temps se restant avant la session de communication prévue. 3 minutes et 22 secondes. 3 minutes avant que le virus capable de reformater la conscience humaine ne soit envoyé sur Terre, emballé dans un paquet de télémétrie standard. Kenji se tenait devant la console, le dos parfaitement droit, le visage toujours animé du même sourire calme et inhumain. Il ne nous regardait pas, il regardait l'écran, admirant son travail. « Kenji, arrêtez !» s'écria Eva d'une voix brisée. Elle fit un pas vers lui, tendant la main. « Ne le touchez pas !» cria Lena, reprenant soudain ses esprits. Elle se leva d'un bond, les yeux remplis d'horreur. « Ce n'est plus lui, vous voyez ?» Mais Eva ne l'écoutait pas. Elle ne voyait pas un monstre, mais son camarade, un membre de l'équipage qu'elle avait juré de ramener chez lui. Elle s'approcha de Kenji et posa sa main sur son épaule. « Ken, s'il vous plaît, éteignons tout, nous allons régler cela. » Il tourna lentement la tête. Son regard était dépourvu de toute émotion. « Il est trop tard, Eva, » dit-il de sa voix, mais avec une intonation étrangère. « Le processus est déjà enclenché. Ce n'est pas la fin, c'est le début, un début magnifique et logique. Vous n'êtes tout simplement pas encore capable de le comprendre. » Il repoussa sa main avec facilité, presque avec désinvolture. Sa force était surnaturelle. 2 minutes. Je compris que je ne pourrais pas l'arrêter via la console. Il avait bloqué tous nos niveaux d'accès. Il était l'administrateur du système et nous étions des invités. Il fallait trouver un autre moyen, un moyen physique. « L'antenne !» criai-je, et Eva se retourna. « Je dois détruire l'antenne principale. Sans elle, le signal ne partira pas. » Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'elle comprit. Elle acquiesça et son regard retrouva sa détermination d'antan. « Allez-y, je le retiens. » Je me précipitai vers le sas, arrachant mon casque de son support au passage. 1 minute et 40 secondes. Pendant que j'enfilais ma combinaison, j'entendais Eva, derrière moi, essayer à nouveau de parler à Kenji, d'évoquer ses souvenirs, leur histoire commune. Et lui répondait. Calmement, méthodiquement, il lui expliquait la beauté de la fusion, la perfection de la logique ternaire, lui disait que la douleur, la peur et l'amour n'étaient que des erreurs dans le code qu'il fallait corriger. Chacun de ces mots était un poison et je le sentais pénétrer dans mon propre cerveau. 1 minute. Le sas.
J'ai saisi la clé la plus lourde du panneau d'instruments et je me suis précipité dehors sans attendre la fin du cycle de hermétique. Un monde rouge m'a accueilli dans un silence de mort. Je jetai un coup d'œil au mur du module, au gigantesque schéma griffonné dessus. Il ne me semblait plus étranger. Une partie de mon esprit, infectée par le virus, le reconnaissait, le comprenait. Je secouais la tête pour chasser cette idée et grimpais le long du fuselage en m'agrippant au commun, courante technique. 40 secondes. La voilà, la plaque de communication principale, regardant le ciel noir, la terre lointaine, invisible d'ici. J'atteignis sa base, le nœud de fixation et le mécanisme d'entraînement. Le compte à rebours s'affichait sur l'écran de mon casque. 30 secondes. Je levai la clé et frappai le mécanisme de guidage. Le boîtier en alliage composite a résisté. 25 secondes. J'ai frappé à nouveau, mettant toute ma peur et ma rage dans mon coup. Il y a eu un craquement, mais le mécanisme était toujours intact. Et puis, j'ai entendu un bruit dans mes écouteurs. Ce signal, il ne venait pas de l'extérieur. Il venait de l'intérieur de ma propre combinaison spatiale. Kenji l'a redirigé vers mon canal de communication personnel. Devant mes yeux, à l'intérieur de la visière de mon casque, des motifs ont commencé à apparaître, les mêmes. Ils pulsaient, se combinant pour former des formes élégantes et parfaites. J'ai senti la douleur dans ma tête s'atténuer, laissant place à un sentiment de clarté et de paix. J'ai soudain compris ce que je faisais. J'essayais de détruire quelque chose de parfait au profit de quelque chose d'imparfait et de chaotique. J'étais un barbare qui détruisait une œuvre d'art. Ma main, qui tenait la clé, s'est figée. 15 secondes. Je regardais les motifs et ils me murmuraient dans les réponses à toutes mes questions. J'ai compris pourquoi l'univers est en expansion. J'ai compris la nature de la matière noire. Tout était si simple, si logique. Il fallait simplement écouter. Non, ai-je murmuré, sans entendre ma propre voix. Je fermai les yeux, essayant de chasser ces schémas parfaits de mon esprit. Je me forçais à me souvenir de choses illogiques, incorrectes. L'odeur de l'asphalte mouillé après une pluie d'été. Le goût du café le matin. Le visage de ma mère. Le chaos. Un chaos magnifique, chaleureux, humain. 10 secondes. J'ai ouvert les yeux, j'ai crié et j'ai frappé. Encore, et encore, et encore. La clé frappait le mécanisme, faisant jaillir des étincelles. Au 5e coup, le métal a cédé. Dans un grincement assourdissant, le mécanisme s'est brisé et l'énorme parabole de l'antenne s'est inclinée, s'enfonçant sans force dans le boîtier du module. Le minuteur sur mon écran indiquait 0. Je me suis figé, respirant difficilement. Un message système est apparu à l'écran. Erreur de transmission. Canal introuvable. J'avais réussi. J'avais réussi. Le soulagement était si intense que mes jambes se sont dérobées sous moi. Je les avais sauvés, tous. Mais aussitôt, un autre message est apparu au-dessus du message système. Tapé à la main depuis le terminal principal. De Kenji. 2 mots. Trop tard. Regarde. Quelque chose m'a poussé à lever la tête. Pas vers les montagnes, ni vers l'horizon, mais vers le haut. Vers le ciel noir parsemé d'étoiles froides. J'ai regardé Phobos, un point terne qui se déplaçait lentement sur son orbite. Et à côté de lui, je l'ai vu. Une nouvelle étoile. Une petite lueur qui pulsait d'une lumière verte et marécageuse. La même que celle de l'œil de la créature dans le canyon. Pendant que je regardais, incapable de bouger, une autre s'alluma à côté d'elle, puis une autre, et encore une autre. En quelques secondes, tout le ciel au-dessus de Mars, d'un horizon à l'autre, était parsemé de ces lumières vertes pulsantes. Elles s'allumaient comme des neurones dans un cerveau géant. Et j'ai compris, j'ai tout compris. La créature dans le canyon n'était pas le maître. Ce n'était qu'un chien de garde. Le schéma sur le mur n'était pas un dessin. C'était un point de connexion. Et le signal,
Le signal n'était pas destiné à la Terre. Nous étions trop arrogants de penser que nous étions la cible. La transmission que j'essayais désespérément d'arrêter n'était pas une invasion. C'était simplement un signal en ligne. Nous n'étions pas les premiers, et nous serions certainement les derniers. Nous avions simplement réveillé quelque chose qui dormait, et maintenant, cela nous observait de toutes parts, et cela avait faim.